La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue à tous, bienvenue sur le réseau E-Media Invest, bienvenue sur iRadio, ITV emedia.sn. Avec nous, Ba Samba Kamara, commissaire de police divisionnaire, commissaire de divisionnaire de classe exceptionnelle, à la retraite, commissaire de police donc. Nous sommes aussi avec le docteur Ousmane Ba. Ousmane Ba est sociologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, cette semaine a été une semaine riche en événements avec une actualité très forte. Cette actualité, c'est cette altercation entre le commissaire Bara Sangaré, commissaire des passés ethniques, qui était commissaire des passés ethniques, qui a relevé de ses fonctions et qui est aujourd'hui nommé conseiller à la direction de la police nationale. Il a eu un problème avec un pharmacien, Dr Gaï. Cette affaire a connu une polémique au sein du pays, dans les réseaux sociaux, avec une vidéo qui a été très virale. Le commissaire a été relevé. Et cette affaire repose aujourd'hui les relations entre les hommes de tenue et les citoyens. Commissaire Ba Samba Kamara, vous avez été commissaire pendant longtemps. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre travail de commissaire d'être confronté à ce genre de situation? Je vous remercie, Alsan, de cette invitation. Je pense que le moment est très bien choisi, parce que compte tenu des événements que nous sommes en train de vivre, qui font quand même beaucoup de bruit dans la société, je pense qu'il est bon quand même que des personnes de ressources quand même s'expliquent un peu pour pouvoir édifier l'opinion sur vraiment le travail que les hommes de tenue font et également les relations qu'ils ont avec les populations. Bon, vous savez, c'est des relations actuellement un peu difficiles, mais cela ne devait pas être cela. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours dit que la police, c'est une police nationale. Elle appartient aux populations. C'est grâce aux impôts des populations que nous exerçons nos métiers. Et il faudrait également une bonne collaboration entre la police et les populations pour faire une sécurité quand même apaisée et efficace. Vous voyez, chaque fois, certains chefs des services de défense et de sécurité appellent justement à cette collaboration. Parce que la police ne peut pas se renfermer sur elle-même en voulant vraiment assurer efficacement la sécurité des personnes et de leurs biens. Ça, ce ne sera pas possible. Donc, il faudrait quand même une certaine entente, une certaine synergie et une conjonction vraiment d'esprit, enfin une volonté commune de vouloir quand même faire quelque chose de bien pour notre société. Donc, il faudrait donc cette volonté commune pour qu'on puisse trouver une situation apaisée. Parce que ce que les populations recherchent aujourd'hui, ce que l'État recherche aujourd'hui, c'est la sécurité des personnes et des biens. Nous voulons une paix, nous voulons la tranquillité dans ce pays. Ce qui vient de se passer, évidemment, démontre qu'il y a quand même quelquefois des difficultés entre les populations et certaines personnes. On va peut-être parler de problèmes de... Parce que j'ai souvent entendu parler de formation, etc., etc. Mais il faut se rendre à l'évidence. Le policier, ce n'est pas quelqu'un qui évolue comme ça, ex nihilo dans la société. C'est quelqu'un qui est issu de la société sénégalaise. Aujourd'hui, donc, le problème qui se pose, c'est le problème de la société sénégalaise elle-même. Vous voyez les soubresauts qu'il y a aujourd'hui, aussi bien au niveau de l'éducation, dans l'éducation, vous voyez ce qui se passe, la jeunesse, etc., etc. Donc, les policiers qui sont là, ils sont issus de cette société. Et c'est au bout peut-être de 2 ans de formation qu'ils sortent pour exercer leur métier. Et le professeur est là parce que lui, c'est un enseignant de l'université. Il sait que les policiers qui sont là aujourd'hui, qui sont de l'autre côté, il y a quelques mois, ils étaient peut-être avec eux. À l'université. À l'université. Et donc, ils ont appris quand même un certain nombre de choses qui devaient leur permettre quand même de se mettre au-dessus de certaines contingences
négative. Oui. Professeur Ousmane Ba, est-ce que ce qui s'est passé avec le policier, avec le citoyen M. Gaye, traduit quelque part une malaise sociale ou bien une sorte d'anonymie sociale, comme on dit en sociologie? Voilà, merci beaucoup Alassane pour l'invitation. Je salue le commissaire Camara. Alors, moi je pense que ce qui s'est passé aux Parcelles Assainies, je pense que ça se passe tous les jours presque à travers le territoire national. Et comme vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire le policier, le pharmacien, ce sont des gens qui sont issus de ce qu'on appelle d'une société qui s'appelle une société sénégalaise. Alors, ces deux corporations, et au niveau de chaque corporation, il y a ce qu'on appelle la réglementation, il y a ce qu'on appelle la déontologie, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'éthique. Alors, le commissaire, si vous prenez un commissaire, au minimum, je pense que dans le passé, c'est Bac plus 4, la maîtrise, vous faites le concours, et actuellement, c'est avec le système LMD, c'est le master. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau vraiment d'intellectualisme pour le commissaire. Les pharmaciens, n'en parlons pas. Je pense que c'est Bac plus 6 et consort, Bac plus 7 à la fac de médecine. Alors, ça veut dire que s'il y a altercation, s'il y a soubresaut ou s'il y a conflit, relation conflictuelle, il serait important de voir effectivement ce qui est à l'origine, quels sont les facteurs qui peuvent l'expliquer. Le premier indicateur, c'est d'abord nous sommes dans une société très jeune, où l'éducation, c'est-à-dire la jeunesse n'est pas bien prise en considération dans les politiques publiques, autrement dit dans le système éducatif. L'éducation à la base, du préscolaire jusqu'à l'université. Alors, ce qui fait que donc parfois, il y a des ressorts sociétaux, il y a une cassure au niveau de l'éducation, si vous voulez, par exemple, de la jeunesse. Alors, la deuxième chose maintenant, c'est aussi le fait que on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical ne marche pas entre peut-être certaines franges de la société. Je n'aime même pas ce mot-là, les catégories de la société. C'est-à-dire que les jeunes pensent être délaissés par ce qu'on appelle les élites politiques ou bien les gouvernants et consorts, et que la distribution des ressources n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, par exemple, équitable. À partir de ce moment, donc, il y a ce qu'on appelle la déviance qui se produit, et cette déviance-là, il suffit juste d'une étincelle pour que ça puisse, si vous voulez, par exemple, se dégénérer. Maintenant, il serait important, par exemple, dans le traitement de ce type de dossier, de prendre la distance par rapport à ça. Parce qu'il y a un troisième indicateur qui, à mon avis, parfois échappe à tous les acteurs de notre société, c'est à savoir les réseaux sociaux. Par exemple, on a vu plusieurs versions. Vraiment, par rapport, si vous voulez, à ces faits-là. Je ne dis même pas à ces faits-là, mais parfois même à d'autres faits. Parfois, c'est marrant de voir lors d'une inhumation qu'on filme. Voilà. Donc, ça pose problème. Alors, je pense qu'il serait important d'encadrer la jeunesse, parce que ceux qui sont dans la police ou ceux qui sont dans ce qu'on appelle le département pharmacie, ceux qui sont extra, partout dans toutes les corporations, c'est des jeunes qui, parfois, s'ils ne sont pas bien formés, comme il l'a dit, ils passent à l'université, mais il faut savoir aussi que l'université, c'est le terminus. C'est-à-dire si, dans le système éducatif du préscolaire, si vous voulez, par exemple, jusqu'au secondaire, s'il n'y a pas une bonne formation, effectivement, on va assister à ce type de conflit. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir, effectivement, c'est de prendre du recul, de voir quelles sont les sanctions. Quand je parle ici de sanctions, je ne me limite pas seulement aux sanctions négatives, mais je parle de sanctions des deux côtés, positives et négatives. C'est-à-dire que nous sommes dans une société où on a l'impression qu'on met trop en avant les sanctions négatives, au-delà des sanctions, si vous voulez, par exemple, positives. Il vient de le dire, il est commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle. Je pense qu'il est parti à la retraite. Il serait important, effectivement, de voir dans ce qu'on appelle le dispositif sécuritaire, comment, si vous voulez, par exemple, prendre ces gens qui ont marqué, comment on appelle ça, qui ont auréolé la police ou le système de sécurité, qu'on les mette, si vous voulez, par exemple, dans une commission, etc., pour qu'ils puissent effectivement véhiculer leurs compétences et consorts. Nous, à l'université, on est en train de faire avec le mérita. Je pense que c'est important dans chaque catégorie, dans chaque corporation, de ne pas, si vous voulez, rejeter les vieux comme ça parce qu'ils sont partis à la retraite, mais ce n'est pas parce que toute personne qui part à la retraite qui n'est pas importante, mais on essaie de sélectionner les meilleurs pour qu'au moins que ces gens-là puissent, si vous voulez, par exemple, non seulement exposer leur vécu,
mais aussi permettre à ces jeunes générations de pouvoir, si vous voulez, approprier les bonnes méthodes de ce qu'on appelle de notre société pour une stabilité de notre société. Oui. Beaucoup d'analystes qu'on a écoutés disent qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans la police se passe pratiquement dans tous les corps administratifs du Sénégal. Peut-être que le cas du commissaire Sankaré est un cas symptomatique de tout ce qui se passe à l'intérieur du pays, où les sous-préfets, les préfets, les gouverneurs se comportent plus en colons, parce qu'ils ont hérité peut-être d'une police coloniale ou bien d'une police qui a des soubassements coloniaux, qui reproduisent pratiquement cette façon de faire. Effectivement, bon, là, j'agresse ce que vous venez de dire, hein, c'est vraiment la réalité. Et je pense qu'il y a quelques années, le président de la République lui-même avait dit qu'aujourd'hui, on a besoin d'une administration de développement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de cette administration, comme vous l'avez dit, qui ressemble à l'administration coloniale, où l'administrateur vient, il est là, il est coupé du reste de la population, avec son bâton, qui tape, ainsi de suite, qui terrorise les gens. Aujourd'hui, le fonctionnaire qui est en exercice doit se mettre au service de la population, parce qu'on a besoin de ça. On n'a plus besoin de ce fonctionnaire répressif qui est là, qui se met un peu en marge par rapport à la population. C'est pourquoi je dis, il faudrait également qu'aujourd'hui, qu'il y ait une prise de conscience de la part de tous les acteurs, que ce soit les membres des forces de défense et de sécurité, ce que vous appelez les administrateurs civils, les magistrats, etc. etc. Ce que vous dites est tellement vrai qu'aujourd'hui, si l'on ne prend garde, ce qui risque de se passer, donc on aura toujours ce genre de problème. Parce que, bon, vous savez, je vous dis, hein, aujourd'hui, au niveau de la police, vous savez, on a vécu quand même un traumatisme, par exemple, en 1987, où la police avait perdu... Avec la radiation de beaucoup de policiers, au temps d'Abdou Diouf. Voilà, au temps d'Abdou Diouf, en 1987. D'ailleurs, cela a justement, cela se ressent jusqu'ici. Des répercussions toujours des répercussions, parce qu'on a perdu d'abord l'élite de la police. L'élite, et puis vraiment des ressources humaines de qualité. Et ensuite, avant, pour confier certaines responsabilités à quelqu'un, il fallait quand même qu'il ait une certaine marge de progression. C'est-à-dire, quand on devait vous confier par exemple un commissariat, vous deviez peut-être être adjoint, etc. Vous devez ramper, comme on dit, dans le langage. Voilà. Mais aujourd'hui, ce sont les circonstances qui l'imposent. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, les jeunes qui sortent, immédiatement, ils sont responsabilisés. Donc, le vécu qu'ils devaient avoir, l'expérience, ça manque un peu. Mais justement, vous avez un vécu en tant que commissaire et ancien commissaire. Voilà. Est-ce qu'il est arrivé dans votre commissariat, dans votre façon de travailler, que vous soyez confronté à des situations comme ça, où un citoyen, vous avez des altercations, ou comment vous arrivez à gérer ces conflits? Voilà, justement. Parce que, bon, d'abord, c'est compte tenu, comme je vous l'ai dit, de mon vécu, parce que déjà, moi, je suis issu du mouvement associatif, et j'ai dirigé l'AS Police. Donc, l'AS Police, c'était pour moi, par exemple, une organisation qui permettait à la police vraiment d'intégrer la société. Parce que l'AS Police, c'est vrai, appartenait à la police, mais également permettait à certains supporters civils de venir rejoindre les policiers. Donc, moi, j'avais tout ce vécu-là. Ce qui fait que il m'arrivait, et puis ensuite, je fréquentais également le milieu intellectuel, le milieu artistique, etc. etc. Donc, pour moi, c'était un peu facile. J'allais vers les gens, je les écoutais, parce qu'il faut avoir aussi le sens de l'écoute, avoir le sens du respect, de la courtoisie, parce que ce n'est pas parce qu'on est revêtu de l'uniforme qu'on se prend pour un demi-dieu. Non, justement parce que vous êtes là, le citoyen qui est là, il est dans l'angoisse. Il a besoin vraiment d'être sécurisé moralement et physiquement. Il va où? Il va vers le policier. Il lui demande, monsieur, je suis venu pour avoir votre protection, etc. Si, maintenant, arrivé à la police, il reçoit un traitement contraire à ce qu'il espérait, vous voyez ce que ça fait. C'est pourquoi aujourd'hui, le principal problème qui se pose au niveau de certains services, c'est l'accueil du public. Il faut que les gens soient ouverts. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens, par exemple, de collaborer, aux populations de collaborer avec des services de sécurité, alors que ces services de sécurité sont fermés
Oui, mais certains policiers aussi posent les conditions de travail qui sont pratiquement inhumaines dans les commissariats, où l'accueil des citoyens n'est pas bien fait. Ils travaillent dans un monde de stress aussi. Est-ce que l'État a fait son travail justement de mettre les policiers dans des conditions optimales pour qu'ils puissent faire le travail? Exactement, ça vous avez pas. Parce que par exemple, je vous dis, entre 2010 et 2013, nous avons vécu des moments extrêmement difficiles parce qu'il n'y avait pas d'effectifs dans les commissariats. Moi, je me souviens, j'étais commissaire de Tambacounda. Normalement, on devait avoir un effectif qui devait tourner autour de 80. On en avait 25. Ce qui fait que moi, en tant que commissaire de police, j'étais obligé de faire le travail d'un agent de police. C'est-à-dire j'étais enquêteur, j'étais commandant de corvée, etc. Donc ensuite, vous étiez toujours stressé. Vous étiez obligé de faire un surplus de travail. Aujourd'hui, je prends en exemple les éléments du groupement mobile d'intervention. Ces éléments, peut-être, ils travaillent le matin. Quand il y a, par exemple, un service à l'université, ils vont aller en découte avec les universités. Ce sont ce qu'on appelle les GMI. Les GMI, le groupement mobile d'intervention, ceux qui ont les bérets rouges. Après, immédiatement, on leur dit il faut aller au stade pour sécuriser le combat de lutte. Le soir, vous devez aller, par exemple, dans les champs religieux pour assurer le même service. Et ce sont les mêmes personnes. Là aussi, c'est un travail extrêmement difficile. Ce qui fait que ces gens-là, ils sont stressés, c'est difficile. Les conditions sont presque inhumaines. Et il y a de cela aussi, qu'on ne le dise pas souvent, mais la motivation. Vous savez, c'est des gens qui sont là. Ils ne peuvent pas extérioriser ce qu'ils ressentent. Parce que leur statut leur interdit. Ils ne sont pas syndiqués. Mais dans d'autres pays, il y a des syndicats. En France, il y a des syndicats. Est-ce qu'il faut créer un syndicat de police au Sénégal? Voilà, bon, ça peut-être, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite. Mais les gens veulent en faire un sujet tabou, mais ça ne doit pas être tabou. Parce que ça se passe partout en France. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? C'est une organisation pour défendre les intérêts moraux et matériels des membres qui composent cette organisation. Aujourd'hui, ces policiers, par exemple, qui sont stressés, certains peut-être se trouvent dans des difficultés liées à leur travail, à leurs conditions de vie, à leurs conditions de travail, etc. Mais ces gens-là, ils ont besoin également qu'on essaie quand même de les mettre à l'aise. Parce que vous imaginez, par exemple, le policier qui doit aller sur le terrain, il a des problèmes de dépenses quotidiennes chez lui. Mais ce gars-là, mais imaginez ce qu'il va faire sur le terrain. Il ne va même pas jouir de ses facultés mentales. Parce qu'il va se dire, écoutez, moi j'ai laissé des problèmes chez moi, etc. Je suis là et je travaille 24 heures sur 24. Je crois que ce sont les rares fonctionnaires qui travaillent 24 heures sur 24. Et là, c'est extrêmement difficile. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune officier à la DIC, on avait des psychologues. On avait des psychologues au niveau de la police. Les gens, parce qu'on était à la DIC, les gens, s'ils venaient, il y avait des psychologues, parce qu'ils savaient que les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'était très dur, on était stressés et tout ça. Donc, il faudra aussi qu'on en revienne à certains fondamentaux pour vraiment essayer de d'humaniser l'existence de ces policiers. Parce que moi, je trouve que leur existence aujourd'hui dépasse les limites humaines. C'est trop dur ce qu'ils font. Justement, il y a les conditions de travail des policiers qui est posées. Il y a aussi, comme on l'avait dit tout à l'heure, qu'au sein de la police, il faut peut-être diversifier la formation, le recrutement, prendre des psychologues, des sociologues, des économistes qui intègrent la police pour qu'on puisse gérer aujourd'hui ce que ça demande sur le plan international, sur le plan de la dimension de la formation. Moi, je pense que c'est important, le commissaire l'a dit, parce que ce que le commissaire est en train de dire, c'est un regard du dedans. Vraiment, c'est important quand il parle d'écoute. Et moi, j'irai plus loin en parlant d'écoute intelligente. Alors, la deuxième chose, vous parlez des conditions de travail. Et je pense que c'est important aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, de couper le cordon ombilical entre nous et la métropole. En matière de gestion. Parce que quand on ne peut pas être aussi un pays indépendant, une société indépendante, et en essayant, si vous voulez, de copier, de tropicaliser des concepts qui nous viennent de l'extérieur. Je pense que ça, il faut changer de paradigme. Alors maintenant, en quoi faisant? Aujourd'hui, dans la formation, c'est-à-dire au niveau de l'école de police, nationale de la police, il est important aujourd'hui d'intégrer vraiment les dispositifs de ce qu'on appelle des sociologues dans la formation, des psychologues dans la formation, et même des psychiatres dans la formation, des économistes, vous l'avez dit, et que ça ne se limite pas seulement au niveau des juristes. Je pense que même des anthropologues
parce qu'il y a certaines pratiques, traitements humains, je pense que c'est l'anthropologie qui traite ça. Alors, à partir de ce moment, donc, je pense qu'il faudrait essayer de voir dans le dispositif formationnel de la police comment intégrer ces choses-là. Alors maintenant, la question de la syndicalisation, c'est vrai que nous ne sommes pas encore, ça il faut le dire, en situation de maturité, comme la France, dans les démocraties, des hautes démocraties, pour mettre en place ce qu'on appelle des syndicats. Mais quand même, on peut créer ce qu'on appelle un parallélisme en mettant, par exemple, dans chaque commissariat, des sociologues, des psychologues, qui sont capables de recueillir les conditions d'identifier, etc., tout ça, et de les donner à qui de droit, pour qu'au moins ces gens-là puissent être ce qu'on appelle dans des situations vraiment normales, comme on le dit, des conditions normales de travail. La deuxième chose maintenant, je pense que l'État gagnerait aussi mieux, parce que nous sommes dans des États, vraiment, comme on le dit en sciences politiques, des États faillis. Et je pense que les forces de l'ordre et de sécurité sont des gens qui garantissent la stabilité de nos pays, mais aussi il y a des facteurs exogènes qu'il faudrait prendre en considération par rapport à ces situations-là. Donc, si on ne les motive pas, si on ne les met pas dans de bonnes conditions, je pense que, comme il l'a dit, un individu normal, vraiment, ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Quand il le dit avec l'effectif vraiment infime de la police, où un individu, on l'envoie dans 3 manifestations différentes, et chaque manifestation, on n'a pas des types de cibles, les cibles diffèrent, etc. Je pense qu'il serait important d'abord psychologiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de nos discussions, c'est-à-dire à quand est-ce que le policier ou bien les forces de l'ordre entre la violence légitime légale, quand est-ce qu'il doit évaluer, si vous voulez par exemple ça. C'est-à-dire, je pense que le fossé est très, très mince. Parce que quand est-ce qu'il doit utiliser la violence légitime légale? Parce que c'est nous qui leur avons conféré une partie, à travers la démocratie, une partie de nos pouvoirs. Mais entre l'exécution, etc., je pense qu'il y a un hiatus. Il y a une évaluation qu'il faudra faire, mais cette évaluation-là, d'abord, c'est psychologique. Parce qu'un individu qui est devant vous, d'abord, qui n'est pas armé, d'abord, on peut le neutraliser. Si on peut le neutraliser, on le neutralise. Sans pour autant, si vous voulez, par exemple, le brutaliser. Mais ça, par exemple, si celui-là n'a pas intériorisé un certain nombre de formations en psychologie, en sociologie ou en socio-anthropologie, extra-antidiatrie, mais il serait difficile parfois. Je vous donne un exemple. Moi, j'avais fait une étude sur les violences dans les mouvements navétanes et consorts. Mais dans mes variables, mais il y a des gens, il y a des supporters qui me disent, le fait même de voir le béret rouge, ça les révolte. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui vient. C'est-à-dire le fait qu'on les fouille déjà, ça crée, si vous voulez, par exemple, etc. Alors que dans les autres pays, ils ont réglé ça avec des stadiers et consorts là. Donc le fait de voir le béret rouge seulement, ça les irrite, ça les mène vers la violence. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir, etc., par rapport, si vous voulez, aux supporters, etc., qui ont été étiquetés en disant, par exemple, c'est la violence, mais c'est des gens, parfois, qui pensent que, voilà, c'est comme les relations entre étudiants et génies. Parfois, c'est des relations heurtées. Alors, donc, tout ça, on peut vraiment pacifier ces relations-là sur la base des forats de quartier. Je pense que des visites de proximité. Je pense que aussi la police, les forces de l'ordre gagneraient mieux parfois, pas le jour de 4 avril, etc., mais parfois d'avoir un calendrier vraiment républicain qui les permette d'aller dans des quartiers, d'organiser des forats de quartier. Comme il a dit, ça les permettra de s'humaniser davantage par rapport, si vous voulez, à leurs concitoyens. Oui. Est-ce que le problème fondamental, comme il l'a dit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu dans la conscience populaire, les citoyens considèrent la police comme étant, ou bien les forces de sécurité répressives, qu'il y a un problème de pédagogie, quand par exemple un policier arrête quelqu'un qui peut-être n'est pas été à l'école, ne comprend pas la loi, un paysan comme moi, qui arrête dans la rue, demande ses papiers, il y a souvent un échange aigre-doux qui arrive à ce que le policier utilise sa force contre le citoyen. Alors que lui, peut-être qu'il est assermenté, qu'il est armé, qu'il est au-dessous du citoyen, au lieu qu'il y ait une discussion apaisée, qu'il y ait la force qui est employée. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause des fois ces dérapages? Mais affirmatif, Alsan, je crois que vous avez bien cerné le problème. Mais pour répondre au professeur, moi je me souviens, quand je faisais ma formation de commissaire de police, on avait 36 matières au niveau de... Donc, indépendamment des matières juridiques, il y avait ce que vous avez dit, la sociologie, la psychologie, etc. On faisait presque 36. C'est toujours le cas?
Bon, je pense que c'est toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça, on l'a fait. Ce qui veut dire qu'en matière de formation, les policiers sénégalais quand même sont très bien formés parce qu'aujourd'hui, si vous voyez par exemple le classement en Afrique, la police sénégalaise est classée 4e. Derrière le Botswana, le Rwanda et l'Algérie. Nous sommes 4e. Et si vous voyez également au niveau des Nations Unies, aujourd'hui, la police sénégalaise est 2e contributrice des forces. Cela veut dire que les gens ont confiance en cette police. C'est des gens qui sont très bien outillés. Moi qui vous parle, j'ai été à l'ONU et j'ai occupé des postes extrêmement élevés. Oui, mais aujourd'hui, le monde a évolué. On est dans un monde digitalisé. On a des jeunes de plus en plus qui sont dans la défiance vis-à-vis de l'État. Est-ce qu'à travers justement les policiers, les jeunes ne veulent pas s'en prendre à l'État qui le gouverne en disant que c'est eux qui représentent les visages répressifs de cet État? Oui, mais vous savez, comme on l'a dit, c'est l'État qui a le monopole de la violence. Donc, de la violence légitime. Le citoyen voit à travers le policier l'État répressif. Et ça aussi, c'est parce que chaque fois, par exemple, qu'il y a des problèmes, des problèmes politiques, etc., c'est les policiers qui sont au devant de la scène, qui sont là, qui servent d'interface entre l'État et les populations. Donc les populations voient de mauvais œil donc, ce genre de réaction. Le professeur l'a dit, dans certains pays, on a réglé le problème. Par exemple, dans les manifestations sportives, je crois qu'il y a beaucoup d'émissions dans lesquelles j'ai souligné cela. Aujourd'hui, il faut que les Sénégalais, quand même, changent de mentalité par rapport à certains phénomènes. Ailleurs, par exemple, vous voyez dans, les Jeux Olympiques ou bien la Coupe du Monde, mais vous ne verrez pas de policiers en tenue dans les stades. Peut-être ils sont quelque part, mais vous ne les verrez pas comme ça. Comme on les voit, par exemple, au Sénégal, où le policier, dès qu'il vient au stade, vous voyez déjà les grenades, vous voyez les fusils, etc. Déjà, dès qu'il rentre dans le terrain, vous voyez déjà cet esprit qui est là. Vous voyez également, quand il y a des manifestations au stade d'Embodiop, vous voyez cet espace, ce grand espace qui est là, et d'ailleurs qui rend vraiment... ce n'est même pas joli à voir, parce que normalement, un stade doit être rempli à ras-le-bord. Mais pour des raisons de sécurité, les gens sont obligés de laisser cet espace-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre problème. Les arbitres que vous voyez, un arbitre de football, il ne rentrera jamais sur un terrain de football s'il n'y a pas un policier. Même qu'il n'y a qu'un seul spectateur dans le stade, s'il n'y a pas un policier, l'arbitre ne va pas officier. Si vous regardez les matchs, à la mi-temps, les policiers sont obligés de rentrer pour accompagner l'arbitre. Et quand il reprend, le policier le ramène. Et je pense que ça aussi, il faut que l'on change de mentalité à ce niveau-là. Il ne faut pas que... Parce que Et puis, le Sénégalais, on a l'impression que, bon, il veut quelque chose et son contraire. Quand il y a assez de sécurité, il y a trop de sécurité, bon, ça révolte. Mais quand il y a moins de sécurité, il réclame la sécurité. Donc, il faut qu'on arrive à un certain équilibre et que les gens, quand même, puissent vraiment faire en sorte qu'il puisse y avoir cette entente entre la police et les populations. Parce qu'aujourd'hui, entre la police et les populations, ça doit être un partenariat. Ça ne doit pas être, par exemple, une dichotomie qui est là, hein, une section entre la population et les policiers. Aujourd'hui, il devait y avoir ce lien ombilical hein, qui doit pouvoir réunir les policiers et les populations. Et ça, on peut le faire, comme il l'a dit, à travers... Parce que le rôle de la police, ce n'est pas uniquement la répression. Parce qu'avant de réprimer, il faut d'abord au moins éduquer. Justement, ce côté pédagogique, aujourd'hui, pourquoi il manque? Mais ça manque parce que, bon, quelquefois, peut-être, il y a des manquements. Ça, il faut quand même qu'on le signale. Parce que il n'est pas admissible, par exemple... Bon, ça se voit, par exemple, dans le comportement de tous les jours. Hein. Un policier qui arrête quelqu'un dans la circulation, vous voyez sa tenue, etc. Bon, déjà, quand il est en face de quelqu'un qui l'arrête,
vous voyez, déjà la communication ne passe pas, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudra qu'on change un peu de comportement par rapport à ça. Aujourd'hui, ce qu'on demande aux policiers, et il y a des instruments de surveillance qui sont là. Par exemple, au niveau de la police, nous avons ce qu'on appelle la brigade prévôtale. C'est une structure qui est chargée justement de sillonner la ville et de voir le comportement des policiers qui sont en uniforme, de voir le comportement, ce qu'ils font, etc., etc. Aujourd'hui également, nous sommes arrivés à une époque de vidéosurveillance. Aujourd'hui, il y a des camarades de surveillance qui sont là, non seulement uniquement pour surveiller ce qui se passe au point de vue sécuritaire, mais également pour surveiller le comportement de ces policiers-là. Pour dire que la hiérarchie policière a conscience qu'il y a des efforts à faire pour que vraiment que les policiers ne soient plus perçus comme des fauteurs de troubles, entre guillemets, mais plutôt comme des gens qui viennent pour apaiser. Parce que, qu'est-ce qu'on demande dans une société? On demande que la paix, que la tranquillité. Un policier, qu'est-ce qui l'empêche, par exemple? Parce qu'aujourd'hui, et puis, vous voyez, la plupart, vous allez dans les mosquées, la plupart des imams, c'est d'anciens policiers, ou d'anciens gendarmes, d'anciens militaires. Ça veut dire que c'est des gens qui sont là, bon, qui ont une certaine expérience dans les sciences spirituelles, etc. Donc, qui peuvent vraiment, à un moment donné de leur existence, faire quelque chose qui puisse apaiser les populations. Aujourd'hui, il faudrait également que les populations aussi fassent preuve de compréhension. Qu'ils ne voient pas uniquement le policier comme le gars qui est là, qui essaie de les casser. Bien que, bon, souvent c'est l'image que l'on voit. Dès que vous voyez le policier, comme il le dit, un élément du GMI, quand il est là, le béret rouge, oh là là. Et même quand vous voyez, même, quelquefois même, j'ai de la gêne. Quand pendant la fête de l'indépendance, je vois des éléments du GMI défiler et que les gens se crient. Ils sont hués. Et pourtant, c'est des gens qui travaillent, mais presque plus que tout le monde. Mais ils sont hués. Mais justement, quelle est la responsabilité de l'État dans tout ça? On a vu dans des pays développés comme aux États-Unis, comme un peu partout, qu'aujourd'hui la technologie est utilisée pour aider les policiers à travailler. Par exemple, avec des casques munis de caméras qui permettent, quand le policier arrête un chauffeur, que la caméra est là, d'abord elle évite qu'il y ait de corruption, et ensuite elle filme tout ce que le policier fait pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Moi, je pense qu'il faut aller très loin par rapport à cela. Quel est le budget qui a été alloué, si vous voulez, par exemple, aux forces de sécurité et de défense? Alors, je pense qu'à leur niveau, ils ont des élites qui sont capables de pouvoir élaborer, conceptualiser effectivement des éléments allant dans le sens, ou des composantes allant dans le sens de prendre en considération cet aspect de la technologie. Mais l'autre élément, effectivement, il y a les députés. Je pense qu'aussi, c'est important, effectivement, que les gens puissent aussi voir le budget qui a été alloué, c'est-à-dire les rubriques. C'est vrai, on vous dira que c'est la sécurité, ce n'est pas discutable, etc. Mais je pense qu'il y a des commissions internes au niveau des finances internes, etc. Je pense qu'il serait important de les capitaliser, de les renforcer en matière de technologie. Je viens de le dire, il y a un élément qui échappe à tous les acteurs de notre société, ce sont les réseaux sociaux. Alors, c'est-à-dire comment faire aujourd'hui pour pouvoir non seulement bénéficier de ce que les autres ont réussi dans certains pays, pas en Europe parce qu'ils sont beaucoup plus en avance par rapport à nous, mais au niveau de l'Afrique, par exemple, ceux qui sont arrivés, tels que par exemple Afrique du Sud et Conso, même s'il y a le banditisme, etc., mais aller capitaliser un certain nombre de pays qui ont réussi et essayer effectivement de l'intégrer, si vous voulez, par exemple, dans nos dispositifs sécuritaires. Ça, d'abord, c'est la première chose. La deuxième chose, maintenant, aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé, avec la sous-région, de pouvoir monnayer les efforts. Il vient de le dire tout de suite, il a été aux Nations Unies, etc. Je pense qu'il serait important de voir effectivement de ce que peut-être la Sénégambie... Oui, vous avez posé la question des moyens tout à l'heure. Oui. Il y a certains qui disent que puisque le Sénégal aujourd'hui devient un pays avec des ressources pétrolières et gazières, qu'est-ce qui empêche à l'État du Sénégal, en signant les contrats pétroliers et gaziers, de mettre un volet confidentiel, sécuritaire, pour avoir des moyens de financer les forces de sécurité? Oui, parce que ceux-mêmes qui sont là en train d'exploiter le pétrole ont aussi envie d'avoir une sécurité. Mais c'est là où, c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des ressources. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut un partage, une distribution équitable des ressources.
Mais aujourd'hui, nous tous, on sait qu'il y a, à travers les ressources, ça échappe. Je ne dis même pas aux citoyens, je n'aime même pas ce mot-là, citoyen lambda, mais même les élites intellectuelles, ça les échappe. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense qu'il serait important de mettre en place, bon, ils ont mis COS Petrogaz, mais quelle est la ligne d'orientation qui a été donnée à COS Petrogaz? Mais à mon avis... Est-ce qu'il y a un volet sécuritaire, je ne sais pas, le financement de la à sécurité? mon avis, je pense que même il serait important de mettre en place office, voilà, c'est-à-dire quelque chose qui est là, qui va intégrer, prendre en charge toutes les catégories, y compris ceux qui ont ce qu'on appelle des expériences dans le passé, qui ont vécu. C'est-à-dire de les intégrer pour essayer de réfléchir globalement dans tous les secteurs. C'est-à-dire les ressources générées par ces minérales et consorts-là, zircon et consorts, on puisse, si vous voulez, par exemple, du point de vue éducationnel, qu'est-ce qu'on doit faire, du point de vue sécuritaire, qu'est-ce qu'on doit faire, etc., on puisse les loger. Mais malheureusement, s'il n'y a pas, si vous voulez, par exemple, cet office-là, ou cette plateforme-là, ça posera problème fondamentalement. Parce que nous, on ne connaît pas quelle est la ligne qui a été affectée au COS Petrogaz pour pouvoir en parler. C'est-à-dire pour voir effectivement est-ce qu'il y a le volet sécuritaire qui a été intégré. Commissaire, il y a certains qui suggèrent aujourd'hui, puisque le Sénégal est devenu un pays gazier et pétrolier, qu'est-ce qui empêche à l'État du Sénégal, dans les contrats, d'inclure une clause qui permet de financer la sécurité, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à ses frontières? Mais justement, Alsan, d'abord, je reviendrai sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir au point de vue de la formation. Moi, il y a plus de 20 ans, quand j'étais en formation dans une académie au Canada, dans une académie de police, ce que vous venez de dire, ça, on le faisait. Par exemple, quand les gens partaient en intervention, en patrouille, oui, ils étaient surveillés. C'est-à-dire, même le policier, quand la façon dont il levait le bras pour taper sur quelqu'un, tout ça c'était visionné. Et au retour maintenant, quand on faisait l'évaluation, on dit à terre, voilà, vous, la façon dont vous avez levé le bras, vous aviez l'intention de blesser ou bien de faire du mal. Donc tout ça c'était pris en compte. C'est pour vous dire que déjà, ce volet-là, on doit pouvoir l'intégrer maintenant aussi au niveau du Sénégal. Parce qu'au niveau de la formation aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui la police, elle s'est ouverte à beaucoup de compétences. Nous avons même maintenant, ce n'est plus uniquement les gens qui sont formés au point de vue juridique qui sont recrutés. Il y a des spécialistes, des ingénieurs informaticiens, des médecins, etc. qu'on recrute par voie de concours spécial. Mais il y a la question des moyens qui se pose. Bon, où trouver les moyens? Voilà. Donc, mais les moyens, je crois que là, je crois que c'est une question de volonté politique. Vous avez dit tout à l'heure, pour le problème de pétrole et de gaz qui va venir. J'espère que l'État a pris en compte ce volet-là. Parce que quand il y aura le pétrole ici, il y aura d'autres formes d'insécurité, une autre forme d'insécurité qui va venir ici. Parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont venir au Sénégal. Donc il va falloir prendre des dispositions. Oui, parce que certains citoyens ont noté qu'au niveau de l'aéroport, pratiquement tous les mercredis, il y a 1 ou 2 avions qui viennent du Nigeria avec des jeunes Nigériens. On est dans l'espace CEDEAO qui viennent s'installer au Sénégal. Bien sûr. Est-ce que justement l'État du Sénégal est préparé à gérer cette sécurité? Parce que la plupart d'entre eux habitent dans les quartiers périphériques, HLM Grand Yoff, Djamalai, Nord Foire, entre autres. Mais je pense que l'État a pris les dispositions pour ça. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Parce qu'on ne peut pas avoir ces ressources-là qui vont entraîner vraiment une migration sur une autre forme. Aujourd'hui, quand on aura le pétrole, la migration va changer de camp. Certainement, ce sont les autres qui vont venir au Sénégal. Et donc, il va falloir que l'État, à travers ses forces de défense, se prépare pour vraiment gérer ces situations-là. Parce que n'importe qui va venir ici. Il y aura des délinquants à col blanc qui seront là. Il y aura d'autres qui seront là. Peut-être même des gens, des terroristes et tout ça, qui vont rentrer dans ce pays, etc., etc. Donc, il faudra aujourd'hui, dès maintenant, que l'État prenne en considération ce phénomène pour pouvoir anticiper et faire sortir les moyens pour permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir gérer cette nouvelle situation sécuritaire qui va se présenter dans le pays. Parce que
la sécurité aussi, ça demande une vision. On ne peut pas attendre qu'il y ait des dégâts pour pouvoir réagir. C'est aujourd'hui même, avec, comme il a dit, avec cette histoire de Petrogaz, on aurait pu intégrer ce volet sécurité. Je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas, mais s'ils l'ont fait, c'est bon. S'ils ne l'ont pas fait, il faut qu'ils réfléchissent à cela. Parce que la sécurité, on le dit, la sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faut quand même que l'État mette les moyens pour cela. Parce que comme on le dit, hein, il ne peut pas y avoir de développement sans sécurité. Le développement est lié à la sécurité d'un pays. Quand un pays est stable, quand un pays est sécurisé, les investisseurs viennent, etc. Et ça booste l'économie d'un pays. Mais si un pays est insécure, etc., ça veut fuir les investisseurs. Et je crois que l'État doit avoir pris conscience, ou en tout cas doit prendre conscience de ce phénomène pour pouvoir quand même essayer de mettre les moyens qu'il faut pour anticiper et faire en sorte que cette situation soit gérée de la manière la plus intéressante possible. Oui, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez que la dimension sécuritaire va devoir changer de visage avec ces nouvelles ressources qui arrivent au Sénégal, avec la sous-région, comme il a dit M. Camara, le commissaire, des délinquants de toutes sortes pour venir s'installer au Sénégal, à Col-Blanc et d'autres même qui sont des malfrats pour venir s'installer. Est-ce qu'il y a une donnée fondamentale qu'il faut prendre en charge aujourd'hui par rapport à cette question? Moi, je pense que peut-être les aspects pétroliers et consorts, je pense que depuis la mondialisation, il y a ce qu'on appelle le choc des cultures. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a l'ouverture des frontières et il faudrait faire avec. Le Sénégalais est un migrant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le Sénégalais, parfois, il quitte chez lui pour aller dans d'autres horizons. Mais en allant là-bas, il intériorise un certain nombre, si vous voulez, par exemple, de cultures. Et une fois au retour, n'est-ce pas, au niveau de son terroir, etc., on voit effectivement les changements de comportement par rapport à cela. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait fondamentalement qu'on réfléchisse ensemble sur comment doter les forces de sécurité et de défense, parce que même l'armée est concernée, par rapport, si vous voulez, à la gestion des frontières, etc., par rapport à la typologie des personnes ou des acteurs qui gravitent autour de nos frontières. Je pense que tout cela, c'est au niveau de nos frontières. Parce que s'il y a la porosité des frontières, c'est vrai, ils ont mis en place beaucoup de programmes, etc., au niveau des axes frontaliers tels que Pima et consorts. Mais à mon avis, je pense qu'il serait important de voir effectivement les types de personnes qui sont intéressées par le Sénégal. Première chose. Deuxième élément maintenant, d'avoir un œil aussi sur, comment on appelle ça, sur je n'aime pas ce mot-là, parce que pour moi, tous les Africains sont les mêmes. C'est-à-dire, en disant, par exemple, les étrangers, le mot-là, il y a une connotation anthropologique qui, à mon avis, parfois, est une sorte d'étiquetage et de stigmatisation et même de marginalisation. Mais parce que dans le passé, il y a certains crimes, on disait que c'est les autres, entre guillemets, les gnacs, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce sont les Sénégalais qui le font, etc. Donc, à partir de ce moment, donc, il va falloir que, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que les forces de sécurité changent de paradigme dans la gestion, si vous voulez, par exemple, de la sécurité. On ne peut plus gérer la sécurité en se focalisant seulement sur les zones de tenue. Ça, c'est révolu. Je pense qu'il serait important, effectivement, je l'ai dit quelque part, la police, la gendarmerie, l'armée sont obligés de travailler, de côtoyer avec certains intellectuels, certaines élites, si vous voulez, universitaires, qui font de la recherche, etc., dans ce sens-là. Les laboratoires sont là, etc. Ce serait important qu'il y ait ce qu'on appelle cette transversalité, cette rencontre, cette relation dialogique, pour qu'au moins qu'on puisse savoir effectivement. Parce qu'Alassane, je vous donne un exemple. Mais comment on peut tuer quelqu'un? C'est-à-dire d'abord, on tue quelqu'un, je ne parle pas de la police, je parle de la criminalité. Alors on tue quelqu'un, non seulement on viole quelqu'un, on viole la personne, et après on fracasse sa tête. Mais celui-là, vous l'amenez au niveau d'un commissariat ou au niveau de la gendarmerie pour enquête. Mais c'est vrai, même le gendarme lui-même, le policier lui-même, même s'il a fait des formations, mais il n'est pas, si vous voulez, par exemple, très outillé à pouvoir comprendre quelqu'un qui a été violé et on fracasse sa tête en même temps.
C'est-à-dire qu'il y a des éléments parfois inexplicables qui dépassent, si vous voulez, par exemple, l'entendement même de ces hommes de tenue qui sont vraiment réputés être vraiment très pointus dans leur matière, dans leur domaine, mais quand même, ils seraient obligés parfois de faire converger d'autres disciplines pour pouvoir comprendre parfois certaines criminalités, certaines déviances qui actuellement gravitent autour de notre société. La deuxième chose maintenant, je pense que quand vous avez une jeunesse, je pense en 2013, si le sommet de la francophonie ici, on avait dit, je pense que c'est 2013 où Abdou Diouf cédait ici à Dakar, la thématique c'était jeunes et femmes, acteurs de développement, vecteurs de paix. Alors c'était très bien en termes de slogan, mais toujours on ne cherche pas le contraire. Alors ça veut dire que si cette jeunesse-là est éduquée, alors il devient vecteur de paix. Mais si elle n'est pas éduquée, il ne devient plus vecteur, il devient un virus. Une bombe. Oui, une bombe. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il faudra prendre, si vous voulez, cette dimension. Quand on a une population jeune, il faudrait accompagner, encadrer, assister et orienter, mettre tout le budget dans ce sens-là. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas seulement d'acheter des munitions, mais je pense parfois effectivement de faire une descente au niveau de la base pour essayer de discuter avec ceux à qui on taxe de déviants ou de délinquants, pour essayer de comprendre effectivement leur situation. C'est important de pouvoir comprendre pourquoi ces gens-là, ils se rebellent contre, si vous voulez, par exemple, le système. Parce que si on arrive à comprendre ces variables-là et ces indicateurs-là, on pourra effectivement peut-être les résorber en vue pour pouvoir les atténuer. Oui, mais certains estiment ce qui se passe aujourd'hui entre la police et les citoyens, ça traduit une crise de confiance entre les Sénégalais. Que de plus en plus, les Sénégalais ont du mal à se faire confiance parce qu'on ne se dit pas la vérité. Chacun essaie de tromper l'autre ou bien de l'arnaquer quelque part. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est transposé dans les relations entre les gens, où la confiance est de plus en plus, s'amenuise de plus en plus. Effectivement, ça. Mais je crois qu'aussi, il faudra percevoir un autre phénomène qui est là, c'est-à-dire la défiance de certaines personnes par rapport aux forces de défense et de sécurité. Parce que si aujourd'hui, des citoyens ont le courage de faire face à des membres de forces et de tirer sur ces gens-là, il y a un problème. Avant, je me souviens, quand on était jeunes policiers, si vous prenez un délinquant, mais pendant 10 ans, ce délinquant, dès qu'il vous aperçoit, il fuit. Mais aujourd'hui, le délinquant, il est là. Regardez ce qui s'est passé à Koumpentoum. J'en profite pour présenter mes condoléances. J'ai été là-bas, personnellement, pour présenter mes condoléances. Après ce décès, j'ai été jusqu'à Koumpentoum, à la brigade de gendarmerie, pour présenter mes condoléances. Mais vous vous rendez compte, les conditions dans lesquelles ces gens travaillent. Quand, par exemple, vous allez dans cette zone-là, moi j'étais dans la zone de Tambacounda, j'ai fait 5 ans. Vous voyez, les distances sont très longues entre les villes. Vous avez, par exemple, ce qui s'est passé à Koumpentoum, vous allez de Koumpentoum à Payar ou bien à Koutiaba, etc. C'est des distances très longues. C'est des endroits pratiquement difficiles d'accès. Les gens, pour patrouiller, c'est difficile, etc., etc. Les gens sont là, donc presque dans une sorte de no-man's land. Et c'est difficile dans ces conditions de travailler. Les délinquants qui sont là, bon, ça donne encore joie. Et ce qui maintenant qui inquiète, c'est que ces délinquants osent faire face maintenant aux forces de défense et de sécurité. Et bon, notre problème aussi, c'est que nous ne sommes pas du tout aidés par ce qu'on appelle les droits de l'homiste. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les policiers, ils n'ont pas de droits, ils n'ont que des devoirs. Chaque fois que, par exemple, regardez par exemple ce qui s'est passé à la pharmacie. Comment c'est devenu viral. Moi, je trouve que c'est un fait divers. Ça se passe tous les jours. Mais c'est parce qu'il y a eu un policier qui est impliqué dans cette histoire-là que vraiment, ça a fait le tour du monde. Alors que c'est un incident très banal. Ça se passe tous les jours dans les commissariats, etc. etc. Cela veut dire qu'aussi, là, il y a... Est-ce que si ça se passe tous les jours, ça doit se passer tous les jours? Ça ne doit pas se passer tous les jours. Donc, ce qui fait que, comme je l'ai dit, cette crise de confiance qui existe entre la police et la population doit quand même faire l'objet d'une réflexion. Et je pense qu'aussi, il est temps, vraiment dans les services de défense et de sécurité, qu'on intègre d'autres ressources humaines, des sociologues, des psychologues, qui sont là, à qui on va confier des postes au sein même des commissariats de police ou bien des brigades de gendarmerie qui vont être là. Parce que
la police ne doit plus être l'affaire des policiers uniquement. Parce qu'il faut qu'on intègre un certain nombre de ressources additionnelles, intellectuelles, qui puissent vraiment impacter sur le bon fonctionnement du travail, de l'exercice du métier. Parce que, comme je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, le travail que l'on fait, c'est un travail difficile, c'est harassant. Peut-être il y a beaucoup d'incompréhension. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, peut-être il y a ce qu'on n'a pas dit. Le moral, c'est extrêmement important. Parce que, par exemple, le policier qui tue quelqu'un, vous voyez, le tollé que cela va faire de la part des droits de l'homme. Ces gens ont dit, voilà, les policiers. D'ailleurs, aujourd'hui, on est allé jusqu'à créer un organe appelé l'Observateur des lieux de privation de liberté. Uniquement pour voir comment les policiers traitent les prévenus dans les commissariats, ou bien dans les prisons, ou bien dans les brigades de gendarmerie. Donc, c'est les policiers, les gendarmes, etc., les agents de la mission, sont surveillés comme du lait sur le feu. Oui, mais il faut éviter quand même de tuer. Hein? Il faut éviter de tuer. Non, mais on ne tue pas. Mais quelquefois aussi. Mais regardez, peut-être moi, de par mon expérience, quelquefois, vous prenez, il y a des gens, ils prennent un voleur. Ils le tabassent presque à mort. Ils vous l'amènent. Le gars, il décède à la police, on dit que ce sont les policiers qui l'ont tué. Regardez ce qui s'est passé avec la radiation des policiers. C'est quelqu'un qui avait été interpellé par les éléments de la sûreté urbaine. Ça s'est passé en 1983. Bon, nous, on était encore là. C'était un receleur qui avait été pris, qui avait été déféré, et qui n'est pas mort dans les locaux de la police, qui est mort à l'hôpital principal, à chose, comment on appelle, là où on met les malades, là, comment ça s'appelle, au pavillon spécial. Il est mort là-bas, il n'est pas mort dans la police. Mais les gens ont conclu que, bon, le gars, il a été tabassé à mort, parce que après, quand on a fait l'expertise, on a conclu que le gars est mort à la suite de coups reçus, et ainsi, donc les policiers ont été incriminés. Ouais. Je crois que là aussi, il faut, vous aussi, les civils, que vous essayez de nous comprendre et aussi de nous protéger un petit peu par rapport aux droits de l'homme. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir quelque part la crise de confiance? Oui, tantôt vous avez parlé de confiance, il a parlé de défiance. Je pense que la tuerie ne peut être expliquée dans une démocratie. Vraiment, ça d'abord, c'est le béaba, hein, l'élément basique. La deuxième chose, je pense que aussi que quand on n'a pas de criminels, entre guillemets, des gens qui menacent l'ordre public à telle enseigne qu'effectivement, ça peut impacter sur des pertes de vies humaines, etc. Je pense que la police ou bien les forces de l'ordre sont capables de neutraliser, si vous voulez, par exemple, des éléments sans pour autant aller dans ce sens-là. Maintenant, il a parfaitement raison aussi. Ils ont leurs droits. Mais comme je l'ai dit, dans leur corporation, ils ne sont pas syndiqués. À partir de ce moment, il faut trouver, puisqu'ils ont mis l'observatoire des lieux de prévention, de détention, il faudra effectivement au niveau de la police que les gens cherchent un observatoire. Voilà, le temps que vous êtes parti est terminé. Merci infiniment à Ousmane Ba, qui est docteur en sociologie, qui est aussi chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci aussi infiniment à Ba Samba Kamara, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, qui était venu avec nous pour analyser aujourd'hui les difficultés qu'il y a entre les forces de l'ordre et les citoyens, comment faire pour s'en sortir, quelles en sont les causes. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, auditeurs aussi de iRadio et aussi de ITV. Merci, au revoir. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.